Depuis des décennies, non, depuis des siècles, le monde contemple l'île de Pâques, les yeux écarquillés et la bouche ouverte, incapable d'expliquer ce qu'il voit. Un rocher volcanique isolé, impossiblement loin de tout, recouvert de centaines d'immenses visages de pierre qui semblent vous observer avec des yeux froids et pénétrants. Chaque manuel scolaire conventionnel proposait la même version aseptisée. Des gens anciens ont sculpté quelques statues, la civilisation s'est effondrée, fin de l'histoire. Mais et si cette histoire était fausse? Et si la vérité était bien plus étrange, bien plus sombre et bien plus extraordinaire que quiconque n'osait l'admettre? Les scientifiques ont maintenant fait une série de découvertes si stupéfiantes qu'elles forcent une réécriture complète de l'histoire de l'île de Pâques. Pas une révision, pas une correction, une réécriture complète. Et une fois que vous entendrez ce qu'ils ont trouvé, vous ne regarderez plus jamais ces géants de pierre de la même façon. Restez avec nous, car c'est ici que l'histoire ancienne cesse d'être confortable. Rapa Nui, le nom donné par ses premiers habitants, se dresse dans le Pacifique Sud comme un murmure oublié. C'est un territoire du Chili, mais le Chili lui-même se trouve à près de 3700 km à l'ouest. La terre habitée la plus proche, la minuscule île Pitcairn, est à plus de 1900 km. Il n'y a pas de route vers l'île de Pâques. Pas de route maritime qui ait un sens pratique. Le seul moyen d'y entrer ou d'en sortir est l'avion. Un vol de 5 heures depuis Santiago. Réfléchissez-y un instant. 5 heures d'avion moderne depuis la ville la plus proche. Imaginez maintenant traverser ce même tronçon d'océan ouvert dans une pirogue en bois, sans GPS, sans satellite météorologique, rien que des étoiles au-dessus et une eau noire infinie en dessous. Et pourtant, quelqu'un est arrivé. Quelqu'un a traversé cette distance impossible, débarqué sur cet affleurement volcanique minuscule de moins de 100 km² et décidé de rester. Pas seulement rester, mais construire, créer. Laisser derrière lui l'une des collections de monuments les plus mystérieuses jamais trouvées sur cette planète. L'île abrite aujourd'hui exactement 887 statues de pierre connues sous le nom de Moai. 887. Sur une île que vous pourriez traverser à pied en une seule journée. Chacune sculptée avec une précision troublante. Long nez anguleux, menton large et fort, oreilles rectangulaires, yeux profondément enfoncés et narines qui se courbent d'une manière presque impossible, comme des hameçons tordus par quelque artisan ancien et inconnu. Pendant des générations, les gens regardèrent des photographies de l'île de Pâques et supposaient voir d'énormes têtes de pierre. Des visages sans corps, surgissant de la terre comme des dieux oubliés. Mais en mai 2012, des équipes de fouilles ont fait une découverte qui a arrêté le monde archéologique net. Ces têtes avaient des corps complets, enterrés sous des siècles de sol accumulés, cachés à la vue, effacés de la mémoire. Les figures n'étaient pas des têtes, c'étaient des formes humaines complètes, accroupies dans la terre comme des géants endormis. Et sur ces corps enterrés, quelque chose d'encore plus étonnant, des symboles gravés. Des pétroglyphes, des marques qui étaient de rester cachées sous la terre pendant peut-être 700 ans, préservées en conditions presque parfaites. Que signifient ces symboles? Qui les a placés là? Et pourquoi ont-ils choisi de les dissimuler sous la terre? Nous allons revenir sur cette question. Et la réponse, quand les scientifiques l'ont finalement atteinte, n'était pas ce que quiconque attendait. Parlons d'échelle. Car c'est l'échelle qui transforme l'île de Pâques de quelque chose de simplement intéressant en quelque chose de véritablement troublant. Le plus grand moai achevé mesure 10 mètres de hauteur et pèse environ 90 tonnes métriques. 90 tonnes. C'est le poids d'une quinzaine d'éléphants d'Afrique adultes empilés en une seule colonne de pierre volcanique. Et ce n'est pas le plus grand jamais tenté. Enterrée incomplète dans la carrière de Rano Raraku, le volcan éteint au nord-est de l'île qui a servi de berceau à la plupart des statues, gîte une figure que les scientifiques calculent aurait atteint 20 mètres de hauteur et pesé près de 297 tonnes métriques, soit presque inimaginable. Près de 300 tonnes de roches sculptées. Un monument si colossal que même l'ingénierie moderne l'aborderait avec prudence. La grande majorité des statues,
834 sur 887, ont été sculptés dans du tuf, un matériau formé de cendres volcaniques comprimées. Ce n'est pas du granit, ce n'est pas du marbre, c'est de la cendre, compactée par le temps géologique en quelque chose d'assez dur pour être taillé, mais d'assez lourd pour résister à tout déplacement. Et chaque gramme devait être extrait de la carrière, façonné avec des outils primitifs et transporté, parfois sur des kilomètres, à travers un terrain volcanique accidenté jusqu'à son emplacement final. Voici ce qui rend tout cela encore plus étrange. Presque tous les Moai font face à l'intérieur. Leurs dos sont tournés vers l'océan, leurs regards de pierre fixés sur l'intérieur de l'île, sur les villages, sur les gens. Les anciens Rapa Nui croyaient que les statues étaient des gardiens, des ancêtres éternisés dans la pierre, veillant sur les vivants, protégeant la communauté d'un regard éternel et implacable. Tous regardent vers l'intérieur. Tous, sauf un groupe. Dans un site sacré appelé Aou Akivi, 7 Moai sont tournés vers l'océan, regardant vers l'extérieur, dos à l'île, face à la mer infinie. Des archéoastronomes étudiant le site ont découvert quelque chose de remarquable. Ces 7 figures sont précisément alignées. Pendant l'équinoxe de printemps, elles font face directement au soleil couchant. Pendant l'équinoxe d'automne, la pleine lune se lève directement derrière elles. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'ingénierie. De l'ingénierie astronomique construite dans la pierre par des gens qui n'avaient pas de télescope, pas d'ordinateur, pas de mathématiques écrites, et qui pourtant ont réussi à aligner d'énormes figures de pierre sur des événements célestes, avec une précision qui défierait des architectes modernes. Et puis, il y a Tukuturi. Parmi les 887 statues de l'île de Pâques, une se distingue, par sa posture, par son matériau, par son sens. Tukuturi est le seul Moai jamais trouvé en position agenouillée. Tandis que toutes les autres statues se tiennent rigides et droites, Tukuturi s'accroupit avec les genoux fléchis, la tête bien haute, le menton levé comme dans le chant. Les scientifiques pensent qu'il représente un chanteur antique, un interprète figé au moment de sa performance, commémorant le grand festival Ryu de l'île. Tukuturi est plus petit que la plupart des Moai. Il est sculpté dans la pierre rouge Punapua plutôt que dans le tuf standard. Il a une barbe visible. Il ressemble, bien plus que toute autre statue de l'île, à un être humain, sans ambiguïté. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un seul comme lui? Pourquoi les anciens sculpteurs ont-ils rompu avec tous les schémas établis pour créer cette unique figure agenouillée et chantante? Que commémorait-elle? Et qu'est-il arrivé à la tradition qu'elle représentait? Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-être le plus grand mystère pratique de l'île de Pâques. Comment se déplaçait-elle? Lorsque les explorateurs européens prirent contact pour la première fois avec l'île de Pâques le dimanche de Pâques 1722, c'est ainsi que l'île reçut son nom occidental. Ils trouvèrent une population de 1500 à 3000 personnes. Une petite communauté, réduite, vivant parmi des centaines d'énormes statues de pierre dispersées dans le paysage. Les visiteurs étaient décontenancés. Comment si peu de personnes avaient-elles pu créer autant de monuments massifs? Et, plus pressant encore, comment ces monuments avaient-ils été déplacés de la carrière vers leur plateforme, parfois sur des distances de plusieurs kilomètres? Pendant des siècles, la réponse fut simplement « nous ne savons pas ». Puis vinrent les théories, certaines raisonnables, certaines extraordinaires, et une, qui persista dans l'imaginaire populaire bien plus longtemps qu'elle ne le méritait, soutenait que les statues avaient été créées et déplacées par des êtres extraterrestres. Des extraterrestres, des visiteurs d'un autre monde qui, pour leurs propres raisons, avaient décidé de décorer ce bout de rocher du Pacifique avec d'énormes visages de pierre avant de repartir. C'est une théorie qui en dit plus sur l'imagination humaine que sur l'île de Pâques. Car les preuves géologiques sont sans équivoque. La pierre des Moai provient de Rano Raraku, un volcan éteint sur l'île elle-même. Pas d'une autre planète, pas d'un autre continent, d'un volcan à moins de 5 km de l'endroit où se trouvent aujourd'hui bon nombre des statues. Mais si l'intervention extraterrestre est exclue, le mystère ne fait que s'approfondir. Comment de petites communautés de personnes, sans outils en métal, sans roues,
sans animaux de trait et sans manuel d'ingénierie écrit, déplaçait-elle des objets pesant des dizaines de tonnes sur des kilomètres de terrain volcanique accidenté? Dans les années 1980, une équipe de chercheurs décida de le découvrir de la manière la plus difficile qui soit. Ils construisirent une réplique d'un moai et tentèrent de la déplacer en utilisant uniquement les outils qui auraient été disponibles pour les habitants d'origine. Leurs premières tentatives furent humiliantes. La statue bougeait à peine. Le poids était tout simplement trop grand, le terrain trop difficile, la physique apparemment insurmontable. Puis un archéologue américain trouva une méthode qui fonctionna et réussit à déplacer une copie de 10 tonnes. Progrès. Mais le mystère complet restait non résolu. La percée vint d'un angle différent. Un groupe de scientifiques américains, en s'appuyant sur un indice enfoui dans le folklore Rapa Nui, développa une nouvelle hypothèse. Les histoires anciennes disaient que les statues marchaient. Pas qu'on les portait, pas qu'on les traînait. Qu'elles marchaient, mues par la magie, debout comme des êtres vivants. Les scientifiques prirent cela au sérieux. Ils nouèrent des cordes autour d'une réplique grandeur nature d'un moai et utilisèrent une équipe de personnes pour la balancer d'un côté à l'autre, déplaçant son poids dans un rythme contrôlé, lui permettant d'avancer dans un mouvement qui, de loin, ressemblait remarquablement à la marche. Grâce à cette technique, ils déplacèrent la statue de 100 mètres sans rouleau, sans traîneau, sans aucune technologie au-delà des cordes et de l'effort humain coordonné. Les statues marchaient. Pas grâce à la magie, grâce à la physique. Grâce au génie d'un peuple qui comprenait suffisamment bien la répartition des poids, le momentum et l'effet de levier pour animer des objets de 300 tonnes avec rien d'autre que des cordes et de la volonté. Et soudain, les légendes anciennes prirent tout leur sens. Les histoires n'étaient pas des mythes. C'était de la documentation technique, transmise de génération en génération dans le seul format disponible, le récit oral. Mais voici la question qui a hanté les chercheurs pendant longtemps. Combien de personnes cela nécessitait-il? Lorsque les Européens arrivèrent en 1722 et ne trouvèrent que quelques milliers d'habitants, la supposition fut que l'île de Pâques avait toujours été peu peuplée. Une petite île, un peuple peu nombreux, quelques monuments impressionnants. Cette supposition se révéla être catastrophiquement fausse. De nouvelles recherches, utilisant une analyse détaillée de la composition du sol, des restes agricoles et de la modélisation spatiale, ont révélé la véritable envergure de ce qui existait autrefois sur Rapa Nui. L'île, à son apogée, accueillait une population d'environ 17 500 personnes. 17 500 êtres humains vivant sur 100 km² de roches volcaniques au milieu de l'océan Pacifique. Au moins 19% de la surface terrestre de l'île était cultivée, principalement en patates douces, qui formaient la colonne vertébrale alimentaire de la population. Le peuple Rapa Nui n'était pas une communauté primitive griffant la terre. C'étaient des ingénieurs agricoles sophistiqués qui fertilisaient délibérément leurs champs avec de la roche volcanique concassée, comprenant intuitivement que la teneur minérale de la pierre enrichirait le sol de manière qui ferait prospérer leurs récoltes. Ils consommaient également de grandes quantités de fruits de mer et de poissons. L'océan autour de l'île de Pâques était, avant la pêche industrielle, extraordinairement riche. Les preuves archéologiques montrent que la production alimentaire était plus que suffisante pour soutenir une grande main-d'œuvre dédiée non pas à l'agriculture de subsistance, mais à la construction de monuments. Ce n'était pas du travail désespéré, c'était une création organisée, soutenue, culturellement motivée. Toute une civilisation dirigeant son énergie excédentaire vers la construction de monuments à ses ancêtres, des monuments qui, croyait le peuple, protégeraient ses descendants pour l'éternité. Les preuves de contact à longue distance entre Rapa Nui et l'Amérique du Sud ne cessent de s'accumuler. Des études génétiques ont trouvé des traces d'ADN sud-américain dans d'anciennes populations Rapa Nui, ce qui suggère qu'aux alentours du XIIIe siècle, il y eut un contact réel à travers l'un des tronçons d'océan ouverts les plus redoutables de la Terre. Et puis, tout s'arrêta. Pendant longtemps, l'histoire du déclin de l'île de Pâques fut racontée comme une parabole de destruction environnementale. Les Rapa Nui, selon la version, abattirent leurs forêts pour faire de la place à l'agriculture et fournir des rouleaux pour déplacer les statues.
Ils coupèrent trop d'arbres, trop vite, laissant l'île nue et érodée. Sans arbres, le sol fut lessivé. Sans sol, les récoltes échouèrent. Sans nourriture, les gens moururent de faim. Et dans leur faim, ils se retournèrent les uns contre les autres. Guerre, violence, cannibalisme. Les statues furent renversées. La civilisation s'est dévorée elle-même. C'était une parabole morale convaincante pour l'ère moderne. Et elle fut enseignée dans les écoles et répétée dans les documentaires pendant des décennies. Mais la science a avancé. Et la vérité est plus sombre et plus humaine que l'effondrement écologique. Des recherches récentes ont fondamentalement remis en question le récit de l'écocide. Les Rapa Nui n'étaient pas des destructeurs irresponsables de leur environnement. Ils en étaient des gestionnaires remarquablement réfléchis. Ils s'adaptèrent aux contraintes de l'île, inventèrent des techniques pour compenser les difficultés de son sol et maintinrent une large population pendant des siècles sur un minuscule bout de roche isolé. La véritable catastrophe ne vint pas de l'intérieur. Elle vint de l'extérieur. Les preuves archéologiques et historiques pointent maintenant clairement vers une explication différente pour l'effondrement démographique. Le contact européen, qui commença en 1722 et s'accéléra tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, apporta deux armes contre lesquelles les Rapa Nui n'avaient aucune défense. La première était la maladie. La population autochtone de l'île de Pâques, comme les peuples autochtones de tout le Pacifique et des Amériques, n'avaient aucune immunité contre les agents pathogènes transportés par les visiteurs européens. La variole, la tuberculose, la rougeole, des maladies dont un Européen pouvait survivre, étaient des sentences de mort pour des communautés qui ne les avaient jamais rencontrées. Des épidémies balayèrent la population de l'île à plusieurs reprises au cours des XVIIIe et XIXe siècles, chacune laissant moins de survivants que la précédente. La seconde était l'esclavage. Dans les années 1860, des négriers péruviens lancèrent des attaques systématiques contre l'île de Pâques. Les navires arrivaient sans avertissement. Des hommes, des femmes et des enfants étaient saisis sous la menace des armes et embarqués pour être transportés en Amérique du Sud et forcés à travailler dans les mines et sur les plantations. En une seule série de raids, on estime qu'environ la moitié de toute la population restante de l'île de Pâques fut emmenée. La pression internationale finit par forcer le Pérou à renvoyer certains des survivants. Mais des quelques 100 personnes rapatriées, beaucoup étaient déjà malades. Elles ramenèrent la tuberculose avec elles sur l'île. La maladie se propagea rapidement parmi les survivants. En 1877, le recensement de l'île de Pâques ne comptait plus que 111 personnes vivantes, de 17 500 au pic de la population, à 111. Pas parce qu'ils avaient coupé des arbres, pas parce qu'ils s'étaient fait la guerre, parce que le monde extérieur est arrivé et a apporté la mort sous deux formes. Des agents pathogènes invisibles et des chaînes très visibles. Il y a quelque chose de profondément poignant lorsqu'on comprend cette histoire dans la façon dont les Moaïs sont positionnés. Ils regardent vers l'intérieur. Ils veillent sur les villages. Ils se dressent entre les gens et l'océan, le dos tourné vers l'horizon d'où les navires vinrent finalement. Les ancêtres, cristallisés dans la pierre, rendus permanents, dotés d'une vigilance éternelle, regardaient dans la bonne direction pour protéger leur peuple des menaces internes. De la faim, du conflit, des fractures qui surviennent au sein de toute communauté. Mais ils ne pouvaient pas se retourner. Les navires qui arrivèrent de la mer en 1722 et en 1770 et en 1786 et dans les catastrophiques années 1860 venaient de derrière le champ de vision des statues, de la direction que les Moaïs ne pouvaient pas voir. Et quand ces navires arrivèrent, ils apportèrent la fin de tout ce que les statues avaient été construites pour préserver. Il y a un dernier mystère que les scientifiques s'efforcent encore de comprendre pleinement. Les pétroglyphes, ces symboles anciens gravés sur les corps enterrés des Moaïs, cachés sous terre pendant 7 siècles, n'ont pas été entièrement déchiffrés. Ils ne sont pas les mêmes que le Rongorongo, le mystérieux système d'écriture non déchiffré qui représente l'un des rares systèmes d'écriture indépendants jamais inventés par l'humanité. Mais ils sont quelque chose, un message, un enregistrement, un sens,
Nous ne savons pas encore ce qu'ils disent. Ce que nous savons, c'est ceci. L'île de Pâques ne fut pas l'histoire de gens primitifs faisant quelque chose de remarquable par accident. Ce fut l'accomplissement d'une civilisation sophistiquée, créative, consciente astronomiquement, innovante sur le plan agricole, qui construisit des monuments durables à ses croyances, navigua sur l'océan le plus reculé de la Terre et se maintint pendant des siècles sur une minuscule île volcanique. Une civilisation finalement détruite non par ses propres échecs, mais par l'arrivée d'un monde qu'elle n'avait jamais rencontré. Les Moai se dressent toujours. La plupart d'entre eux, après des siècles de renversement et d'abandon, ont été relevés à nouveau par des mains modernes. Ils se tiennent sur leurs plateformes de pierre, leurs ahus face à l'intérieur, veillant sur les villages où leurs descendants vivent encore. Leurs yeux sont vides, mais d'une certaine façon, ils voient tout. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous. Le peuple Rapa Nui mérite que sa véritable histoire soit racontée. La vérité sur l'île de Pâques n'est pas un mystère. C'est de l'histoire. Et l'histoire, quand on l'écoute attentivement, a toujours plus à dire.